Mais même encore aujourd'hui, puisqu'il y a encore la croix qui domine en haut du dôme. Donc c'est un monument qui est très particulier dans l'histoire de Paris. Merci Pascal Monet. Nous allons à présent poursuivre notre voyage sous le ciel de Paris et dans les coulisses des grands monuments emblématiques de la capitale avec l'Opéra Garnier. Une plongée, vous allez le voir, au cœur d'un univers fascinant où se côtoient des centaines d'artistes et d'artisans d'exception. Nous avons suivi leur quotidien des sous-sols jusqu'au toit. Au cœur de l'opéra, c'est un reportage de Katia Chapoutier, Damien Augérol et Michael Lefrançois. Un lundi matin du mois de mars. Au cœur de Paris, un Zodiac est de sortie. C'est celui des pompiers de la section subaquatique. Leur destination, l'Opéra Garnier, pour une plongée hors norme. Tu verras pas le lestage, tu me le donnes? Parce qu'on l'a pas pris, on viendra le chercher après de toute façon. Allez. On y va? Pour rejoindre le lieu de leur entraînement exceptionnel, il faut contourner la splendide façade sculptée du bâtiment. Et passer par une petite porte dérobée. On s'installe confortablement. Préparer l'équipement. Combinaison, bouteille, car sous l'opéra se trouve une gigantesque réserve d'eau. 6000 mètres cubes, soit l'équivalent de 2 bassins olympiques entièrement couverts. Tu respires dans tes détendeurs pour vérifier qu'ils fonctionnent bien? Des conditions extrêmes et un lieu d'entraînement unique à Paris. C'est une plongée très particulière, spécifique, technique et dangereuse. Parce qu'en fait, ils pénètrent par une entrée pour s'immerger et ils ne peuvent ressortir que par la même entrée. Ne pas glisser avec tes bottillons. Ce bassin, c'est un mythe dans l'histoire de Paris. La légende dit qu'il permettrait de s'échapper jusqu'à la Seine. Il n'en est rien. Le spectacle n'en est pas moins sublime. Les pompiers goûtent le rythme de ces voûtes, dont ils sont les seuls à pouvoir profiter. Les seuls, ou presque. C'est un moment magique pour nous. On en remercie son constructeur, Paris Garnier. Nous sommes des privilégiés, oui. Bon, tu remontes, tu déséquipes? Oui. Pas de soucis particuliers? Non. Un formidable lieu d'exercice pour les pompiers, mais qui a avant tout son utilité architecturale. Ouais. Pour bien la comprendre, direction les toits du bâtiment avec Gilles Gerawan, l'homme qui connaît tous les passages secrets de l'Opéra Garnier. Le Palais Garnier, c'est 3 bâtiments. Les espaces publics avec le gros dôme, là. La cage de scène avec l'Apollon qui culmine à 76 mètres. Et derrière, l'administration avec toutes les loges. Donc 2 bâtiments très lourds, l'administration et les espaces publics. Et au milieu, cette cage de scène qui est beaucoup plus légère que les 2 autres bâtiments. Le tout est bâti sur une nappe phréatique. 2 bâtiments lourds. Au milieu, un bâtiment léger. Cela ne peut pas tenir debout. Charles Garnier a donc une idée géniale. Il leste son bâtiment avec le bassin que nous venons de voir. On l'appelle le Petit Lac.
Et le fameux lac prend la dimension de la cage de Seine, c'est-à-dire 40 mètres sur 45, tire le bâtiment vers le bas, le bâtiment central vers le bas, pour rapprocher les deux autres bâtiments. Donc c'était complètement génial pour l'époque. Le bâtiment est une prouesse technologique et artistique. 37 prix de Rome participent au projet autour du jeune Charles Garnier. Un monument qui, depuis son inauguration en 1875, est devenu célèbre autant par son architecture que par les spectacles qui y sont joués. Un mois plus tard, l'opéra est en effervescence. Dans quelques heures, on s'apprête à y accueillir 2500 personnes pour le 119e bal de l'école polytechnique. Vissez-le un petit peu, vissez-le un peu, voilà. Et reculez un peu parce qu'il y a beaucoup de monde encore à mettre. Tous les ans, depuis les années 20, l'école investit le bâtiment pour cette soirée de prestige. Fais gaffe parce que ça vous dit pas le 3 jours. Et c'est Gilles qui coordonne la mise en place. Abdel pour Gilles, Abdel. Ouais, Abdel, on n'a pas mis les chaises pour la fanfare. Elles sont où? Je descends, elles sont juste à côté de Poulpe. Ce matin, 3 camions de fleurs ont été livrés pour seulement quelques heures de fête. La quintessence de l'éphémère, qui vaut au bal une reconnaissance internationale. Charles, ils ont besoin de roses là, le milieu. Hein. C'est le milieu qui est important. Gentianayo, but you need more roses on the top. No, on the top. Choco, yeah. You come sleeping? Okay, and the face. Happy face. Je leur fais un anglais avec un peu de coréen dedans, voilà. Sinon, elles ne comprennent pas le vrai anglais. Et en fait, on est une école et une boutique en Corée, donc on reçoit beaucoup d'étudiants. Certains élèves, je crois qu'il y en a 3 qui sont venus spécialement de Séoul pour venir faire cet événement. Et donc pour eux, c'est très important de s'exercer aujourd'hui, surtout à l'opéra. Pendant ce temps, Début de la 5e figure. Vous êtes prêts là-bas? dernière répétition pour une poignée d'élèves de l'école polytechnique. Musique. Ils danseront ce soir le quadrille, une tradition du bal. En place. On regarde devant. Daniel Piéfer les prépare depuis 4 mois pour ce point d'orgue de la soirée. C'est toujours émouvant parce que c'est une des manifestations emblématiques du Palais Garnier. Charles Garnier a conçu le Palais Garnier comme un rêve, comme un lieu de fête. Donc je pense qu'il serait très content de voir qu'on l'investit de cette façon-là et qu'on y fait des fêtes aussi somptueuses. Au même moment, Alice, d'autres danseurs se préparent sur la scène. vas-y. Diga, 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 digada. Relevez. Tout le monde est prêt? Elle court. Ce sont les petits rats de l'opéra. Merci. C'est super. C'est exactement ça. Ils ont entre 8 et 16 ans. Et comme ça, lui fait Et son ce soir, planning, parce que sinon, ça- c'est un grand soir pour eux. De tête. Fermez 5e. Elisabeth Platel, la directrice de l'école, est une ancienne étoile. La danseuse fétiche du grand Nureyev. Juste la tête sur le bras, en baisse les bras, en bas. Voilà. Les bras sont mous, Tiffaine. Ouais, étalez plus, voilà. Ouais, ça déjà, c'est beaucoup mieux, hein. Aujourd'hui, c'est une véritable mère protectrice pour ses élèves. Ok, les filles, allez mettre les pointes pour la danse des filles. Ça va, Rémi? Taille, rampe. Angoisse, petit bobo. Elisabeth doit faire preuve de psychologie à quelques heures de l'entrée en scène. Ne te stresse pas, hein. Je n'ai pas dans le projet de te le faire faire, de te jeter. Mais par contre, je te prépare. Je suis fière de mes mecs. Vraiment, je suis fière. Clotilde, qu'est-ce que tu veux faire? On répète, on se remet sur scène, on calme, hein, on rassure. Et puis, on fait des corrections aussi pour que le spectacle s'améliore chaque jour un peu plus. Dans les loges,
dernier moment de calme. Toutes ces jeunes filles partagent le même rêve. Intégrer le corps de ballet de l'opéra. Pour un jour peut-être, accéder au statut d'étoile. 4, 45, 6. Elles sont petits rats depuis 3 ans en moyenne. Et ce n'est pas la première fois qu'elles se préparent à affronter cette salle mythique. Oui, mais je vais faire pareil de l'autre côté. Danser ce soir, ça vous fait plus rien, en fait, il n'y a plus de stress. Ah si, Vous êtes dans quel état d'esprit alors? Bah ça va, parce que à la fois heureuse d'y aller, mais stressée avec le track. Il y a tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est guerrier, c'est l'opéra de Paris. Une des traditions pour ces jeunes danseuses est d'apprendre à se maquiller seule avant le spectacle. Ah non, moi j'essaye quand même. Bon, je fais comment pour attraper ça? Tu mets des lingettes. Non, je peux pas me tout démaquiller. Il n'y a pas quelqu'un qui a du blanc? Sur le parvis, les élèves de Polytechnique prennent place. Le grand uniforme est de rigueur, avec notamment le fameux bicorne. Un héritage de l'époque de Napoléon Ier, à qui l'on doit le statut militaire de l'école. Et vous êtes au 4e étage. Voilà. Bonne soirée. Polytechniciens, personnalités, parents d'élèves. Ils ont payé entre 25 et 300 € pour être là ce soir. Des fonds qui aideront par la suite les étudiants en difficulté. Le public s'installe, sans se douter qu'à travers le rideau, on est en train de les espionner. Genre les militaires qui viennent voir la danse. Et les uniformes impressionnent. Qu'est-ce qui vous surprend, là, mademoiselle? Qu'il y ait des militaires dans la salle. Pourquoi ça vous surprend? Parce que c'est peut-être pas ce qui va leur faire le plus. Parce que c'est plus féminin la danse. Non. La tension monte, mais une fois de plus, Elisabeth veille sur ses danseurs. Je partirai pas du plateau avant 7h, enfin 1 minute avant le spectacle. Je cours dans la salle, mais je veux pas les laisser tout seuls. Je connais chacun des élèves, donc je sais à quel moment il va avoir un peu le trac, pas le trac. Et puis beaucoup de surprises aussi. Où là, brusquement, vous sentez qu'un élève va s'envoler. Et ça, c'est formidable. Ok, allez. En place. Le premier tableau s'achève pour les petits rats. Quelques étages plus haut, un autre spectacle se prépare. Il aura lieu dans quelques minutes au pied du grand escalier. Daniel Piéfer motive ses danseurs d'un soir. Ce soir, vous êtes les vedettes. On n'aura Dieu que pour vous. Donc, souriez comme vous savez le faire. D'accord? On va laisser ces demoiselles se concentrer, se faire belles. Alors oui, j'ai juste quelque chose à vous dire. Sur votre CV, marquez quadrille des Lanciers à l'occasion du bal de l'X à l'Opéra Garnier. Et vous verrez. C'est un plus. Pourquoi c'est si important, le quadrille? C'est une tradition. On montre qu'on n'est pas que la tête. On a la tête et les jambes. Mais vous verrez, ils vont être très bons ce soir.
On y va? À tout à l'heure. Merci beaucoup. Sur la scène, le spectacle des petits rats se termine. Tout s'est bien passé. Le public se précipite à présent dans un autre cadre prestigieux, le grand escalier de Charles Garnier, car c'est l'heure du quadrille. Après 4 mois de répétition, Daniel Piéfer est un peu ému ce soir. « 15 minutes de représentation, toujours très appréciée du public. S'ensuit la grande fête tant attendue. Valse viennoise et boîte de nuit. Plus que jamais, le Palais Garnier fait honneur à la fête et à toutes les musiques. Quelques jours plus tard, le calme est revenu. Sur le toit, Jean Pocton rend visite à ses protégés. Peu parce que c'est une des premières visites après l'hiver. La température est encore assez faible. Et on va regarder un peu ce qui se passe là-dedans. C'est une visite de printemps. Jean était accessoiriste à l'opéra. Passionné d'abeilles, il y a 15 ans, il a installé une ruche ici. L'expérience est probante. Voilà. On va quand même sortir un cadre pour voir un peu ce qui se passe. Celle-là, elle est bien pleine. Alors, vous voyez, ce qui est marrant, c'est du pollen de saule jaune, comme ça. Alors que les abeilles meurent partout en France, sur l'opéra, à l'abri des pesticides, celle de Jean prospère. Il y a une bonne flore autour. Hein. Il y a le square de la Trinité, il y a les Tuileries, il y a le jardin du Luxembourg, il y a plein de... Elles vont même jusqu'au boulevard extérieur. Elles font une très bonne récolte à la fin août. Elles font beaucoup d'allers-retours à ce moment-là. Et ça donne un miel assez bon. Jean a installé 5 ruches. Ces abeilles produisent plus de 60 kg de miel par an. Vous devez vous sentir un peu le roi du monde quand vous êtes là, non? Ah oui, le roi du monde, oui. Sauf quand on se fait piquer. À l'autre bout du toit, nous avons rendez-vous avec Alain-Charles Perrault, l'architecte en chef. Aujourd'hui, il est heureux de nous livrer l'un des derniers secrets du monument. À 20 mètres du sol, 2 anges ne semblent pas terminés. Pourquoi? Comment? Le mystère était jusqu'alors entier. Pendant un certain temps, j'ai pensé que cette sculpture n'avait jamais été réalisée. Parce que comme les travaux de l'Opéra Garnier ont été interrompus en 1870 par la guerre et la Commune, il y a un certain nombre de sculptures qui n'ont jamais été terminées. Mais on a retrouvé dans les archives la photo de ces sculptures, de ces tympans, avant 1930, qui étaient complètes et en bon état. Ces blocs de pierre dateraient donc des restaurations des années 30. Ce qui est assez curieux, c'est que tout d'un coup, les choses se soient arrêtées.
Je ne sais pas, on n'a pas retrouvé les archives. On ne sait pas si c'était un manque d'argent ou si les travaux ont dû s'interrompre à cause d'un événement. Mais c'est sûr qu'il était prévu là, de faire des fleurs, etc. On le voit bien. Et puis pour une raison qu'on ne comprend pas, ben, tout s'est arrêté. Voilà, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. En effet, 80 ans après cette restauration, les anges vont être resculptés. En à peine une semaine de travail. Le résultat s'intègre parfaitement à l'œuvre des sculpteurs de Charles Garnier. Nous quittons Alain-Charles Perrault pour pénétrer dans la tabatière, au sommet de la coupole. Avec Gilles cette fois. Un parcours un peu acrobatique pour découvrir un drôle de mécanisme. Nous sommes 54 mètres au-dessus des fauteuils d'orchestre, juste au-dessus du lustre, dans la machinerie. C'est un endroit exceptionnel où fort peu de personnes ont accès. Car voici à quoi sert cet immense treuil. Aujourd'hui, comme 2 fois par an, les électriciens vont grimper au cœur du lustre pour changer les 323 ampoules. L'opération est délicate. Silence et concentration sont de rigueur. C'est toujours un événement dans la vie du théâtre. C'est un lustre qui pèse 7 tonnes. Et c'est toujours émouvant de voir descendre une telle masse de bronze, d'opaline et de cristal de Bohême. Et il fait vraiment partie de la salle. C'est comme un joyau dans un écrin, entouré d'un collier de perles. C'est vraiment ce qui donne la vie au théâtre. En 1881, le gaz est remplacé par des lampes à incandescence. L'Opéra Garnier devient le premier bâtiment public de France à être électrifié. Le résultat fascine encore aujourd'hui. Les 1973 fauteuils requièrent eux aussi toute l'attention des menuisiers de l'opéra. Tiens Dominique, celui-là, il faudra carrément le refixer entièrement. 388. Il date pour la plupart de l'origine, en 1875. Le problème, c'est que le fauteuil s'est désarticulé au niveau des assemblages. Donc là, on va recoller l'ensemble à l'aide de presses, de serre-joints, pour que ce soir, les spectateurs puissent venir voir le spectacle normalement. C'est une intervention d'urgence en fait. Oui, là, c'est une intervention d'urgence. Hein. Là, vous voyez, en voulant nettoyer, il y a encore une autre pièce qui tombe. Donc, toujours, on va de surprise en surprise. Il faut que ce soit prêt pour ce soir. Donc c'est la course contre la montre. Une course contre la montre, car le Palais Garnier accueille 180 représentations par an, d'opéra et de ballet. Menuisiers,
Électriciens, tous les corps de métier donnent le maximum pour que perdure la superbe de l'opéra de Charles Garnier. Mais l'atelier le plus spectaculaire se trouve un peu plus loin dans la capitale, à Bastille, l'autre salle de l'Opéra de Paris. Ici, les pinceaux mesurent 1 mètre. Et les peintres travaillent debout, car il faut avoir du recul. Et pour cause. Leurs œuvres mesurent 300 mètres carrés. Ce sont les décors de l'opéra. Alors, il est évident que si les gens qui peignent n'ont pas un minimum culturel, n'ont pas un minimum de sensibilité artistique, le résultat est voué à l'échec tout de suite. Ce sont des gens qui viennent d'écoles d'art, des beaux-arts, école Boulle pour les sculpteurs, ou école d'art déco, ou même peut-être former un atelier parfois. Mais en tout cas, avec une sensibilité artistique et un métier qui sont absolument indispensables pour arriver à cette transposition satisfaisante. Pendant qu'à Bastille, les peintres marchent sur la cime des arbres, à Garnier... Bien, les filles, on y va. Sous la coupole, on répète. Concentrez-vous. Au programme, un spectacle fétiche aux couleurs de l'Inde. Mieux. La Bayadère. N'est-ce pas, Léonore? L'opéra, c'est 154 danseurs, dont 18 étoiles. Maintenant, changez d'humeur. Et près de 8 heures d'entraînement par jour. Ne déplace pas, Calista. Une recherche permanente de la perfection. Maintenant, trouvez votre vis-à-vis. 6, 7 et 8 et 9, encore une fois. Ok, ça va. C'était mieux, les filles. Dans un autre studio, Agnès Le Testu, danseuse étoile, répète elle aussi la Bayadère. Un ballet qui lui tient particulièrement à cœur. Et Cathy, tu le joues bien lentement pour qu'elle travaille les détails, même si elle les presse après avec l'orchestre. Elle va l'interpréter avec José Martinez, un autre danseur étoile. La Bayadère, cette grande fresque indienne haute en couleurs, et le ballet Testament de Nureyev. Il l'a produit à Garnier juste avant sa mort, en 1992. Agnès était déjà sur scène. Voilà, elle connaît la chorégraphie par cœur. Elle revêt donc à nouveau avec émotion le costume de Nikia, la servante du temple indien. Le diadème, c'est le même. On n'a pas encore révisé. J'ai pas compté, tu vois. Ça me met déjà dans le personnage et dans l'ambiance. Je trouve que ça amène. C'est des sensations qui reviennent. C'est une très bonne idée. Donc il y a votre cœur qui bat déjà un peu plus vite. Un peu, oui. Petite accélération. Si Agnès connaît bien les sensations de ce ballet, Mathias Eman, en revanche, l'interprète pour la première fois. C'est le plus jeune danseur étoile de l'opéra. Il faut du jeu, il t'en faut absolument. Sinon ton pantalon il va craquer. Derrière. Et c'est le fait que là c'est pas épinglé partout, mais à mon avis ça, c'est le pantalon moi que je resserrerai un peu. Après je sais pas comment tu le répartis mais. Et vous ressentez quoi là? L'excitation mélangée à un peu de, comment dire, d'appréhension aussi parce que c'est un rôle que j'ai jamais abordé. Moi, je suis content, j'ai hâte. Pour l'occasion, Brigitte Lefebvre, directrice de la danse, Mais tu es superbe. vient donner son avis. Comment vous avez fait alors? Parce que vous avez plus de tissu. On a du mal à en retrouver. Hein. Vous avez trouvé Guagnon? Ceux-là, on les a retrouvés à Gare du Nord. Écoutez, vous me donnerez l'adresse.
Hein, c'est beau, hein. Je suis à la fois attentive et extrêmement confiante. Mais c'est la première fois que Mathias va faire ce rôle qui est un rôle important. Je ne veux pas te mettre la pression, mais qui est un rôle important et où ce qu'il est, c'est unique. Il n'y a que lui qui sera comme ça. Après, il va l'habiter, son costume. Il va l'habiter. Et puis, bon, ben ça va, sur le sort de chapeau, là. Ah ben voilà. Ben voilà. Bon. Tissus, accessoires, rien n'est laissé au hasard. Dans ces ateliers, 35 couturières, modistes, accessoiristes, travail d'arrache-pied. 300 costumes sont restaurés ou créés de toutes pièces, avec force détail. Car dans la Bayadère, les costumes colorés doivent évoquer une Inde de songes et de mystères. Nathalie qui est en train de faire un bustier magnifique. Donc c'est un peu comme un décor, hein. Ça a l'air d'eux. Hein. Quand on regarde l'intérieur, c'est un peu plus brut de décoffrage, même si c'est très bien fait. On ne fait pas définition entre guillemets haute couture. Hein. Un bustier n'est pas doublé, mais la qualité de montage est elle haute couture. Parce que c'est très très beau, tout est fonctionnel. La grande spécialité des couturières du Palais Garnier, ce sont bien entendu les incontournables tutus, que l'on fabrique dans ce que l'on appelle l'atelier flou. Ils sont magnifiques, les tutus de l'opéra. Alors, ils sont déjà en fonction de ce qu'on veut. Si on veut un tutu très plat, très mousseux, il y en a qui sont cocotés, comme cela, vous voyez. Vous avez le bord qui est en dents arrondies. Donc on appelle ça les cocottes des tutus. Ça donne une sensation plus mousseuse, moins sèche du tutu. Et tous ces tutus mousseux se transforment ensuite en nuages. Ils seront précieusement conservés dans le sein des seins, le central costume, jusqu'à la générale, dans quelques jours. La générale, c'est à la fois la dernière grande répétition, mais aussi la première représentation en public. La concentration est donc à son maximum. Dans la loge maquillage, nous retrouvons Mathias, le jeune danseur étoile. Ça va? Ouais. C'est excitant, on va dire. Est-ce que vraiment je vais être prêt, tout doré, chaud? Il s'apprête à se transformer en statue de bronze pour interpréter ce que l'on appelle l'idole dorée. De son côté, Agnès profite du calme de sa loge personnelle. J'oublie tous les petits détails. Voilà. C'est de peaufiner le rôle pour avoir l'air indienne au maximum. Ici, on y passe presque 20 ans de sa vie, finalement, tout le temps de sa carrière. Et c'est important de se sentir un peu chez soi, comme dans un petit appartement, une petite chambre. Et donc, voilà, les photos, les souvenirs perso. Donc c'est un privilège d'étoile d'avoir son petit... Oui, c'est un privilège d'étoile. Et en fait, dans aucun théâtre au monde, il y a une loge comme ça, attribuée à des danseurs de façon permanente.